Merci beaucoup pour l'invitation. Je ne sais pas si je suis le seul psychiatre de la salle, mais je trouve dommage qu'il n'y en ait pas plus. Ça, c'est clair. C'est très très émouvant d'entendre ce que je viens d'entendre, et j'ai un regret, c'est que mes collègues ne soient pas là et ne puissent pas entendre ce que vous faites, ce que vous dites, parce que je pense que le tabou du suicide dans le monde médical alors, est très grand, ça c'est clair. Et puis dans la communauté médicale encore plus, donc par rapport aux médecins. Moi, je me rappellerai toujours aussi de ce médecin assistant en formation qui me disait, quand je lui disais, ben voilà, écoute, il faut aller voir un patient qui est suicidaire, il me disait, alors moi, je maîtrise parfaitement. Donc le suicide, je connais par cœur, je vais m'en occuper, t'inquiète pas, j'ai jamais eu autant peur de ma vie. Bon, il ne travaille plus chez moi, mais en l'occurrence, c'est vrai que je pense qu'il faut être extrêmement humble avec le suicide parce qu'on connaît très peu de choses. Que ça reste une énorme difficulté et qu'on a besoin de la société civile, on a besoin d'associations comme Stop Suicide pour qu'on puisse relayer aussi certains messages. Et je pense que la psychiatrie a mis trop de temps à s'ouvrir, trop de temps à venir vers la communauté par rapport au suicide. Donc espérons que les prochaines années, les 15 ou 20 ou 30, seront mises à profit. Alors c'est difficile de passer après ce que j'ai entendu, mais je vais quand même le faire, parce que c'était vraiment très beau. Alors moi, je voulais surtout vous parler un petit peu de mon expérience en tant que médecin, en tant que psychiatre, pour vous dire aussi à quel point on connaît peu de choses par rapport au traitement du suicide, à quel point on tâtonne par rapport à la prévention, à quel point aussi c'est difficile quand on doit demander des fonds pour des recherches sur le suicide. Je peux vous dire que même dans des départements de psychiatrie, c'est difficile de lever des fonds, c'est difficile de trouver des gens motivés. On est quelques-uns en Suisse romande, mais on reste un petit peu des extraterrestres quand même pour la plupart de nos collègues. Il faut le dire, parce que c'est vrai que c'est quand même important. Parler de suicide, au fond, c'est parler de souffrance. Je crois que, en tout cas, quand on rencontre des patients suicidaires, ce qu'on fait un peu tous les jours au sein de mon équipe aux urgences, on rencontre surtout des gens qui sont aux souffrances. Et j'ai beaucoup entendu de l'isolement ce soir, de la solitude, le fait d'être seul, de ne pas avoir quelqu'un à qui parler. Et au fond, on a l'impression que c'est aussi l'aboutissement de ça, et que finalement, c'est des gens qui n'arrivent plus à parler, qui n'arrivent plus à avoir confiance en d'autres gens. Parler de suicide, c'est parler de souffrance, c'est aussi parler de santé mentale. Il y a beaucoup de campagnes de prévention qui ciblent aussi la santé mentale de manière générale. Et c'est vrai que si on s'arrête au suicide, probablement qu'on se trompe, parce que le suicide cache aussi beaucoup d'autres choses, comme il a déjà été dit. Alors, quelles sont nos représentations au fond de la santé mentale ? Alors là, je vais en prendre pour mon grade, parce que c'est vrai que quand on pense à la santé mentale, ça c'est un hôpital psychiatrique à Neuchâtel qui s'appelle Préfargier, pour ceux qui connaissent peut-être. Alors les hôpitaux psychiatriques ont toujours été en périphérie, ils ne sont jamais en ville. Alors c'est très beau, vous voyez, il y a des montagnes, un très beau parc, etc. Mais ça reste des lieux extrêmement stigmatisés. Et pour les patients, au fond, ce n'est pas forcément un lieu de soins ou un lieu où on peut leur venir en aide. Les malades psychiatriques. J'ai pris des images exprès qui me font horreur, mais au fond, on a l'impression qu'on est encore dans une époque où la représentation du patient qui souffre d'un problème psychiatrique, c'est à peu près ça. La psychiatrie. Alors le grand bonhomme là, avec une grosse barbe blanche, qui est notre pape à tous en tant que psychiatre, c'est Freud. Je suis toujours étonné que c'est vrai que ça reste une image qui parle d'elle-même, où on a l'impression que les psychiatres aujourd'hui, ça ressemble à ça. Alors j'espère que ce n'est pas complètement vrai. Et puis, ça c'est un divan. Alors on aime beaucoup les divans. Les cabinets de psychiatres n'ont pas beaucoup de choses, mais ils ont généralement un divan ou un canapé ou un fauteuil. C'est vrai que c'est notre seul outil de travail, mais ça reste quand même marqué le fait que c'est un divan et qu'on se couche sur un divan et qu'on parle. Au fond, la psychiatrie, c'est peut-être un petit peu autre chose aussi, mais on a un petit peu eu de la peine aussi à le mettre en évidence, à le montrer. Alors, nos représentations du suicide, c'est vrai que quand on parcourt un petit peu ce qu'il y a sur le net, je ne sais pas si tout le monde voit, ouais, vous arrivez à voir, je vais essayer de me mettre ici. Si on parcourt un peu sur le net, on voit quand même des choses particulières, où on mentionne que le suicide, par exemple, est romantique, où on a des écrits « Love is the slowest form of suicide »,
avec une sorte de romantisation du suicide, ce qui est juste insupportable, je pense, pour nous tous qui sommes présents ici, vous en conviendrez. Est-ce que le suicide est à la mode? Alors ça, vous aurez peut-être reconnu, c'est les affaires personnelles de Kurt Cobain, ce chanteur de Nirvana qui s'est suicidé, où finalement, je ne sais plus si ça avait été mis aux enchères ou pas, mais ça a participé quand même d'une certaine manière à une propagation aussi, à cet effet de contagion qu'on pouvait décrire par rapport aux médias. Alors là, c'est un petit peu en petit, mais c'est au fond ce qu'on peut trouver, je trouve ça très bien, parce que c'est si on parlait de suicide, enfin, si on parlait des autres causes de mort comme on parle du suicide. Alors sur la petite case en haut, j'ai entendu dire qu'elle a eu une attaque et en est morte, ben, elle a toujours été cinglée. Son âge avancé a fini par avoir raison de lui. Ah, si seulement il avait fait plus de sport, hein, par exemple. La mucoviscidose a détruit ses poumons, il n'avait qu'à vraiment vouloir respirer. C'est assez choquant, vous en conviendrez. Et pourtant, jour après jour, dans les services d'urgence, dans n'importe quel service médicaux, on parle encore comme ça du suicide, hein, c'est-à-dire avec une stigmatisation terrifiante et terrible par rapport aux patients. Ça, c'est les avis mortuaires. J'ai toujours été choqué par les avis mortuaires. Quand on regarde ce qui est marqué, alors on peut en débattre, hein, mais moi j'ai un positionnement alors très clair par rapport à ça, a choisi de nous quitter, a décidé de rejoindre sa tendre et douce épouse, par exemple, a courageusement décidé a choisi de mettre un terme ou s'est envolé vers un monde meilleur. Alors d'une part, on n'en sait rien, et d'autre part, on sait que la question du choix est plutôt une question du non-choix, que ces gens n'ont plus le choix de vivre. Et au fond, c'est ça qui est fondamental. Maintenant, je voulais parler quand même d'un certain nombre de mythes, même s'ils paraissent alors clairs pour tout le monde, pour moi, ils sont fondamentaux tellement on les entend. Celui qui a des idées suicidaires souffre toujours d'une maladie psychiatrique. Non, sinon, effectivement, ce serait presque trop simple. Non, celui qui souffre, qui a des idées suicidaires, qui présente des idées suicidaires, qui fait un geste suicidaire, se trouve souvent, alors je dis souvent parce que pas tout le temps, dans une situation un peu telle que le maelstrom. Alors le maelstrom, ce sont ces tourbillons en Norvège, qui ont été décrits par Edgar Poe aussi dans sa nouvelle, où finalement on voit que c'est irrémédiablement un tourbillon qui va descendre et attirer au fond les gens. Nous, ce qu'on remarque assez souvent au fond dans la pratique et quand on voit des patients qui souffrent de suicide, ou qui ont des idées suicidaires ou qui ont fait un geste, c'est qu'ils nous disent « mais je ne pouvais pas faire autrement, j'étais entraîné dans quelque chose où je ne pouvais pas m'en sortir ». Et au fond, un des théoriciens actuels de la prévention du suicide, qui est Shea, qui est un psychiatre américain, qui est un des plus grands psychiatres en termes de prévention du suicide actuellement, il dit aux professionnels, il dit aux psychiatres, il dit aux infirmiers « mais descendez dans le maelstrom, allez comprendre ce qui se passe, allez comprendre ce que les patients vivent ». Mais qu'est-ce que c'est compliqué? On donne une formation en collaboration avec les Vaudois sur la prévention du suicide auprès des intervenants de première ligne. Et c'est incroyable à quel point les gens n'arrivent pas à dire le mot suicide. Donc, mais est-ce que vous avez une idée noire? Est-ce que vous avez envie de vous faire du mal? Est-ce que vous avez, etc. On tourne vraiment autour du pot. Et puis le tourbillon, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un tourbillon sans fin qui est un peu enivrant, qui emmène au fond et qu'on n'arrive rien à faire, qu'on se laisse entraîner. Et c'est vrai qu'on arrive à faire des choses quand même, et je pense que là, on a des actions en termes de professionnels de santé mentale, mais qui sont difficiles si on ne comprend pas ce qui se passe au fond du tourbillon. Le mythe numéro 2, alors ça j'y reviens, mais il a fait le choix de se suicider, je l'entends encore assez régulièrement. Au fond, mais s'il a choisi de faire ça, pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas? C'est extrêmement choquant. Alors, je crois que là, j'ai une illustration. Alors, c'est un entonnoir. Alors, je ne l'ai pas mis là parce que c'est le symbole qu'on a eu pendant très longtemps, stigmatisant aussi de la folie, mais simplement parce que si on le retourne au fond, si on retourne ce symbole, vous voyez qu'à une extrémité de l'entonnoir, c'est très large. C'est les solutions qui sont à même d'être à disposition du patient qui souffre d'idées suicidaires. Plus le temps passe, plus le patient va se trouver dans une situation d'entonnoir où, au bout de l'entonnoir, il n'y a plus que le suicide, il n'y a plus aucune autre solution par rapport à ces difficultés.
Et puis au fond, ça je crois que c'est un des messages en tout cas qu'on essaye de faire passer, c'est que le suicide est l'aboutissement d'un manque de choix, certainement pas d'un choix. Les gens n'ont pas choisi de se suicider, c'est la seule solution qu'ils ont trouvée pour mettre fin à leur souffrance. Le mythe numéro 2, il n'en parle à personne. Alors, c'est très compliqué au fond de pouvoir écouter quelqu'un qui parle d'idées suicidaires, puis je pense qu'on l'a déjà dit, il y a cet isolement, il y a cette solitude, mais parce que finalement, ce qu'on entend aussi très très souvent, c'est qu'il ne le dit pas sérieusement, il ne va quand même pas le faire, il ne le fera jamais, tu ne vas quand même pas faire une chose pareille. On a eu dans le canton de Neuchâtel 2 suicides de médecins généralistes ces dernières années, et puis pour l'un des 2, j'ai des collègues, donc on a un petit peu discuté, ils ont dit « Ah mais on sait qu'il était malade depuis longtemps, mais c'est un peu la vie, quoi. Il est mort. » Mais personne n'avait jamais fait l'effort, au fond, d'aller essayer de comprendre ce qu'il était en train de vivre. Et par ailleurs, les médecins sont un groupe à risque de suicide, ce que aussi ils ignorent de manière très très fréquente, par ailleurs. Le mythe numéro 3, parler de suicide à quelqu'un peut lui donner envie de le faire. Qu'est-ce que ça reste ancré? Alors c'est vrai qu'on a parlé de l'effet Werther, cet effet décrit dans le premier roman de Goethe où il décrit les souffrances du jeune Werther qui va se suicider. Il y a eu une vague de suicide par contagion qui a eu lieu suite à la parution de ce roman. Mais au fond, c'est vrai que alors là, Stop Suicide fait d'excellentes actions par rapport à la prévention de la contagion par cet effet Werther en limitant les messages qui sont passés dans les journaux, auprès des médias, auprès des politiques, ce que la psychiatrie n'a par ailleurs jamais fait, ce qu'elle devrait faire aussi. On parle trop peu aussi de l'effet Papageno, qui est l'effet inverse de l'effet Werther, au fond, qui est cet effet que si on parle d'une manière sereine, si on parle d'une manière raisonnable du suicide dans les médias, on peut avoir un impact et on peut avoir un effet. Et c'est vrai que ça, on oublie. Donc Papageno étant dans La Flûte enchantée, ce personnage qui pense avoir perdu l'amour de sa belle et qui finalement fait un plan de suicide, mais va être empêché par 3 jeunes qui viennent un peu le sauver et lui montrer d'autres voies, d'autres solutions. Alors, où se confier et comment le faire? Et puis je terminerai un peu là-dessus, au fond. C'est compliqué. Et c'est vrai qu'on a l'impression, alors ça c'est une réalité, c'est que parler de santé mentale, c'est compliqué, que les gens ont de la peine à entendre. Alors là, je vous ai mis une photo du hall d'entrée de l'hôpital à Neuchâtel, donc de l'hôpital général. Les urgences psychiatriques sont, au sein de l'hôpital général, sont côte à côte des urgences physiques, dites du corps. Et puis, je vous l'ai mis parce que pour moi, l'hôpital et les lieux de soins devraient être, puis c'est par rapport à ça que je parle du point commun. Alors là, j'ai mis une église, mais ça pourrait être une synagogue, ça pourrait être une mosquée, ça pourrait être un autre lieu athée, ça pourrait être n'importe quel lieu où on peut se confier et où on peut dire ce qu'on a envie de dire en toute confiance. Et qu'au fond, la responsabilité des soignants par rapport au suicide, par rapport aux idées suicidaires, c'est de pouvoir entendre, de pouvoir accueillir et de pouvoir accepter qu'on parle de ça. Ce qui est loin d'être évident. Là, je vous ai mis, c'est l'entrée alors à Neuchâtel où on rentre dans les urgences psychiatriques. Et pourquoi je vous ai mis cette photo du bas? C'est parce que les urgences adultes sont à côté des urgences psychiatriques, sont au même niveau, sont écrits de la même manière. Et pour moi, c'est un bel exemple de ce qu'on réclame depuis très très longtemps et dont on sait que l'OMS a fait une priorité, qui est l'accès aux soins psychiques. On sait que si on arrive à déstigmatiser l'accès aux soins psychiques et donner cet accès aux patients qui souffrent, on aura probablement un petit impact, en tout cas un plus grand impact que si les gens restent seuls avec leur souffrance. Et puis pour finir, je vous ai mis des Playmobil que je trouvais sympas avec un petit pot. Parler du suicide, c'est aussi parler directement. C'est vrai que c'est un effort qu'on essaye de faire et de promouvoir auprès de nos médecins, auprès de nos jeunes médecins, auprès des médecins en formation, pour les inciter à dire les mots tels qu'ils sont, à demander si les gens ont envie de se suicider, s'ils ont prévu des moyens. Trop peu de professionnels encore osent demander aux patients est-ce qu'ils ont prévu de se tirer une balle, de se jeter d'un pont, ce qui ne va jamais donner envie aux patients, ce qui va surtout rompre l'isolement dont il est victime. Et puis je finirai sur cette photo. On ne sait pas très bien si c'est un lever ou un coucher de soleil.
Et au fond, ça montre, et ça, je le vois tous les jours dans la pratique, tous les jours avec mes collègues, c'est qu'un patient qui a l'impression que c'est la fin de sa vie, qu'il n'y a plus aucune solution, on peut voir aussi que ça peut être un lever de soleil, que ça peut être un début d'autre chose, et que j'ai d'innombrables exemples où finalement les gens sont désespérés, n'en peuvent plus, sont à deux doigts de se jeter sous le train, mais finalement ont une évolution absolument admirable. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus en remerciant encore Stop Suicide par rapport à l'invitation et par rapport à tout ce que vous faites. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de vous. Et j'introduis Madame Rossmann Kiss, qui est ancienne ambassadrice jeune de Stop Suicide et qui travaille à la Roseraie. Merci.